deux problèmes, en fait, face à cette émergence des CPTS, c'est-à-dire que ce sont des acteurs de taille variable qui communiquent peu, qui ne sont pas présents dans des grosses structures architecturales, comme je vous le disais, donc qui ne sont pas facilement identifiables. En plus, ils ont des missions qui sont variables, qui ne correspondent pas forcément aux aires thérapeutiques de travail des professionnels, des industriels. Et le deuxième problème, c'est que les CPTS sont un sujet mouvant. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une vision globale, un panorama au jour le jour, actualisé des CPTS, puisque c'est toujours quelque chose qui est en mouvement, qui est en construction constante. Donc, c'est vraiment compliqué d'avoir une vision actualisée du sujet. Et donc, en effet, quand je vous parle de myriades d'acteurs, comme je l'ai fait, je fais référence aux 1000 CPTS qui sont prévus d'être construites en 2022. Donc, en effet, on est face à un changement d'approche, forcément, puisqu'on passe vraiment à 1000 acteurs à connaître. Donc, ça, c'est ce que je vais vous présenter pendant cette... Donc, nous verrons dans un premier temps l'objectif de 1000 CPTS en 2022, comme je viens de l'évoquer. Nous discuterons ensuite de la méthodologie d'analyse qui nous a permis d'aboutir aux conclusions auxquelles on est arrivé aujourd'hui. Nous verrons également concrètement comment ça se passe sur le terrain, combien il y a de CPTS qui sont construites, combien il y a de CPTS en projet, est-ce qu'il y a des régions qui sont en tête, est-ce qu'il y a des régions au contraire qui sont à la traîne. Voilà, tout ça, nous allons l'évoquer dans cette partie concrètement comment ça se passe. Nous verrons également l'impact du Covid, donc sur les CPTS, sur la création, sur la mise en place au jour le jour. Et également, nous allons revenir sur cet objectif de 1000 CPTS en 2022 et regarder s'il est atteignable dans les temps. Et enfin, nous verrons que c'est un sujet à surveiller, puisque comme je vous le disais, c'est un sujet qui est très mouvant, qui est très en ce moment en fait, et donc c'est nécessaire pour pouvoir conserver cette vision globale actualisée de surveiller le sujet. Voilà. Si on rentre dans le vif du sujet et qu'on s'intéresse à donc 1000 CPTS en 2022. Alors, cet objectif de 1000 CPTS en 2022, il ne vient pas de moi, hein, très clairement, il vient de la loi Touraine de modernisation de la santé en 2016. Donc, c'est cette loi de 2016 qui fixe cet objectif de 1000 CPTS en 2022. Et en fait, cet objectif, il répond à un intérêt politique, donc c'est ce que j'ai appelé les objectifs politiques dans la slide que vous voyez à l'écran. En fait, cet intérêt politique pour les CPTS, c'est de limiter le recours à l'hôpital et de réduire les inégalités d'accès aux soins. En fait, les CPTS ont été créés pour pouvoir répondre à ce besoin de désengorgement de l'hôpital, de désengorgement des urgences et de réduction des inégalités d'accès aux soins, avec notamment le meilleur accès à un médecin traitant. Vraiment, ça, c'est vraiment l'objectif, les objectifs politiques. Après, comme vous le voyez sur la partie de droite, on voit aussi qu'il y a plusieurs objectifs pour les professionnels de santé. Donc, en effet, on a une volonté d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients, améliorer la qualité des soins prodigués. On a aussi cette volonté de limiter l'isolement des professionnels de santé, puisque avant, on était quand même, et c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines régions et même dans certaines zones, on était vraiment face à un médecin traitant, enfin un médecin généraliste par exemple, qui travaillait dans un cabinet seul. Et donc du coup, ça c'est quelque chose que les anciennes générations étaient plus à même de supporter. Enfin, ça les gênait moins de travailler comme ça que les nouvelles générations. Ces nouvelles générations sont plutôt dans un mode de fonctionnement à plusieurs. C'est vraiment un mode d'exercice coordonné. Et donc, les CPTS sont donc, et c'est le troisième point, un moyen de promouvoir l'attractivité du territoire pour ces nouvelles générations et donc de limiter en fait les déserts médicaux, de créer une incitation à l'installation de nouveaux professionnels de santé pour favoriser l'attractivité du territoire, encore une fois. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse à la méthodologie qui nous a permis d'aboutir aux conclusions que je vais vous présenter après, en fait, la méthodologie qui nous a permis de construire les différentes études et de construire nos conclusions, elle est la suivante. C'est-à-dire que sur Internet, comme vous le disiez Morgane, aujourd'hui, nous, notre méthodologie, c'est de chercher sur Internet et de remonter une analyse à travers des données qu'on a pu remonter, justement. Et donc, en fait, sur Internet, on trouve tout, absolument tout.
Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en mesure aujourd'hui de recenser l'ensemble des CPTS de France, c'est-à-dire qu'elles soient actives ou en projet. Et ce que j'entends active ou en projet, c'est-à-dire active, c'est une CPTS qui travaille en ce moment, qui mène des actions sur son territoire, qui est vraiment en fonction. Tandis qu'une CPTS qui est en projet, ça regroupe à la fois des CPTS qui sont au tout début du processus du projet, jusqu'aux CPTS qui sont à quelques mois, quelques semaines de devenir actives réellement. Donc, on a vraiment ce côté actif qui est vraiment en travail aujourd'hui et en projet qui est plutôt, qui est encore en projet, qui n'est pas un projet finalisé. Donc, nous, comme je vous le disais, on peut remonter l'ensemble des CPTS de France qui sont actives ou en projet. Mais l'intérêt, c'est pas de remonter juste une masse d'informations qui soit une masse d'informations peu attractive, peu agréable à lire et sans en tirer de conclusion. L'idée, c'est vraiment de faire parler cette masse d'informations, de la rendre exploitable en l'analysant. Donc nous, notre méthode pour remonter cette base de données globale, ça a été d'investiguer en fait les différentes publications de l'ARS, les différents communiqués de presse de l'ARS. Nous avons également communiqué directement avec l'ARS par mail et par téléphone, puisque c'est l'acteur qui est le plus à même de donner des informations sur son territoire. Donc voilà, on s'est vraiment intéressé dans un premier temps aux ARS des différentes régions de France. Après, nous nous sommes intéressés aux URPS, plusieurs types d'URPS, que ce soit médecins libéraux, infirmiers, pharmaciens, kinés, enfin différents types d'URPS de toutes les régions de France, pour voir les publications qui avaient été faites sur le sujet des CPTS. Donc pareil, même typologie que pour l'ARS, on s'est intéressé aux publications, aux communiqués de presse, aux agendas. On les a également contactés, certains par mail et par téléphone. Voilà, on est dans la même méthodologie, la même approche que pour l'ARS. Et dans un troisième temps, on s'est intéressé à comment les CPTS sont constitués juridiquement. C'est-à-dire, on s'est intéressé en fait aux bases de données nationales juridiques pour pouvoir remonter celles qui avaient une structure juridique, ce qui montre à minima un projet, voire une CPTS qui est active au sens de travail aujourd'hui. Et pour compléter toutes ces informations, nous nous sommes intéressés à la presse nationale et à la presse locale, puisque le problème en fait des précédentes sources d'informations que je vous ai précitées, c'est-à-dire ARS, URPS, c'est que parfois les informations sont datées. Comme je vous le disais, les CPTS sont un sujet très en ce moment. On ne peut pas se permettre d'avoir une information qui a 3 mois, puisque c'est vraiment un sujet mouvant. Et donc, c'est pour ça que la presse nationale et la presse locale sont très intéressantes, puisque ça nous permet d'actualiser en fait toutes les données qu'on a pu remonter par l'ARS ou le URPS. Ça nous permet vraiment de coller au plus proche de la réalité du terrain. C'est vraiment une mine d'or d'informations actualisées sur les CPTS de chaque région. Et donc, en fait, l'ensemble de ces données collectées, ça nous permet de répondre à plusieurs questions, et c'est notamment ce que vous reverrez dans les conclusions qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que les questions auxquelles on peut répondre, c'est quel territoire émerge plutôt qu'un autre, quelle URPS émerge plutôt qu'une autre, quelle spécialité médicale est la plus portée, quelle aire thérapeutique. Enfin, en fait, toutes ces informations-là sont des informations qu'on peut remonter, nous, avec la méthodologie que je viens de vous présenter, et ça permet de répondre donc à plusieurs types de questions. Est-ce que telle CPTS est intéressante par rapport à son aire thérapeutique, sur quoi elle travaille, ce genre de choses. Tout ça, c'est des informations que nous, on peut remonter à travers cette méthodologie. Voilà, donc ça, c'était pour la méthodologie. Maintenant, après vous avoir présenté ça, je vais vous présenter les grandes conclusions qu'on a tirées justement de cette méthodologie. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a remonté 4 conclusions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire aujourd'hui, donc au mois de mai 2020, combien y a-t-il de CPTS qui sont construites et combien y a-t-il qui sont en projet. Donc aujourd'hui, à fin mai 2020, on recense 129 CPTS qui sont construites et 261 qui sont en projet. Donc 129 versus 261. Comme je vous le disais tout à l'heure, en projet, ça recense à la fois celles qui sont tout au début du processus, comme celles qui sont quasiment construites. Donc ça, c'est ce qu'on recense sur l'ensemble du territoire national.
Et donc, comme je vous disais, cette masse de CPTS, de CPTS, on a pu tirer plusieurs conclusions, et notamment 4 majeures. Ce sont celles que vous voyez à l'écran, et ce sont des conclusions qui s'appliquent à l'ensemble du territoire. Donc, la première, c'est que ces CPTS sont portés majoritairement par des médecins généralistes. Quand je dis portés, c'est-à-dire que les présidents des CPTS sont majoritairement des médecins généralistes, et ça en fait, c'est 70% des présidents de CPTS qui sont des médecins généralistes. Donc ça, c'était pour la première conclusion. Ça montre vraiment l'impact des médecins généralistes dans ce nouveau système de CPTS. C'est vraiment, après, ça s'explique assez logiquement, dans le sens où les médecins généralistes sont assez présents sur le territoire. On est dans une logique de lutter contre l'isolement, donc ça se rejoint avec cette volonté de ne pas exercer isolément pour un médecin généraliste. Donc c'est quelque chose qui est logique, c'est pas forcément que telle profession est plus portée plutôt qu'une autre, c'est juste que c'est logique au niveau du nombre de médecins généralistes et de la condition dans laquelle ils exercent. Donc ça, c'était pour la première. Si on s'intéresse à la deuxième conclusion, c'est que les missions sont assez uniformes entre les CPTS. C'est-à-dire qu'en fait, elles doivent satisfaire des missions qu'on appelle socles pour pouvoir prétendre à un financement de la part de l'ARS et de l'assurance maladie. Donc en fait, ces missions socles, il y en a 3. C'est des missions qui sont récurrentes, qui sont les mêmes pour toutes les CPTS de France, peu importe qu'elles soient urbaines, peu importe qu'elles soient rurales, peu importe. Toutes ces CPTS répondent à ces 3 missions. Donc ces missions socles, ça va être faciliter l'accès à un médecin traitant et améliorer la prise en charge des soins non programmés. Donc on est, pour le médecin traitant, prise en charge des soins non programmés dans une réduction d'accès à l'hôpital et aux urgences, enfin aux urgences même plus qu'à l'hôpital. Et on a une deuxième mission socle qui est coordonner les parcours de patients entre les professionnels de la CPTS, et une troisième qui est mettre en place des actions de prévention. Et en fait, on est toujours dans cette même logique de recourir le moins possible à l'hôpital, dans le sens où l'idée là, c'est que les pathologies ne se dégradent pas, afin justement de limiter ce recours à l'hôpital. Donc, c'est ce que je vous disais, les missions sont assez uniformes, sauf que chaque CPTS a des missions qui sont propres aux besoins de son territoire. C'est-à-dire que au début de la phase de projet, une CPTS doit faire un état des lieux des besoins de son territoire pour pouvoir proposer des missions qui répondent à ce besoin, qui répondent à ces différents besoins. C'est-à-dire que si on est sur un territoire qui aura plus besoin de répondre à une question de personnes âgées ou à une question de problèmes cardiovasculaires, les missions de la CPTS sur ce territoire vont être axées sur la personne âgée, la gériatrie, ou sur les problèmes cardiovasculaires. Elle va pouvoir créer des parcours de soins qui seront dédiés en fait à ces pathologies ou à ces problèmes sociaux. Donc on est vraiment dans une logique mission uniforme, mais quand même adaptation de ces missions aux besoins du territoire. Enfin, la troisième conclusion, c'est que ces CPTS ne sont pas répartis uniformément sur le territoire. Donc ça, c'est ce que vous allez voir dans la carte juste là. Ça, cette carte que vous voyez à l'écran, c'est l'ensemble des CPTS qui sont actives à fin mai 2020. Donc, c'est-à-dire les 129 que je vous présentais tout à l'heure. Donc, en effet, ça se voit très bien sur la carte. Les CPTS ne sont pas répartis uniformément sur le territoire. Vous le voyez notamment avec l'Occitanie qui a 20 CPTS construites, alors que la Nouvelle-Aquitaine n'en a que 3, par exemple. Donc on est vraiment dans une disparité en fonction des régions de France. On a d'autres régions qui sont en retard sur le sujet, la Normandie ou la Bourgogne-Franche-Comté, et on a aussi d'autres régions qui sont encore à la pointe sur le sujet. Donc après l'Occitanie, on a le Centre-Val de Loire ou les Hauts-de-France, ou l'Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Et ça peut s'expliquer par la taille des régions, mais par contre, vous voyez que pour le cas de la Nouvelle-Aquitaine, on est quand même face à une région qui est conséquente en termes de géographie, en termes de kilomètres qu'elle couvre, et pourtant on est à 3 CPTS construits. Donc c'est pas parce qu'une région est grande qu'elle va forcément avoir plus de CPTS qu'une autre. C'est plutôt les causes, on va pouvoir vous les présenter tout à l'heure. C'est pas juste une question de taille de région. Ce que vous allez voir dans la carte d'après, c'est que en fait, cet effet de retard pour certaines régions
il est parfois contrebalancé par le nombre de CPTS en projet. Donc là, la carte que vous avez ici, c'est la somme des CPTS qui sont aujourd'hui actives plus celles qui sont en projet. Donc vous voyez par exemple que en fait, il y a des régions qui vont de plus en plus s'emparer du sujet. C'est juste que dans un premier temps, elles ne se sont pas vraiment investies sur le sujet, mais le retard est en train d'être comblé. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui fait qu'on a mis cette somme active et en projet, c'est que ça fait une projection de à terme quelles seront les régions les plus porteuses avec les informations qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas encore celles qu'on n'a pas identifiées comme étant en projet. On a vraiment celles qui, au mois de fin mai 2020, sont au moins au stade de projet. Et on vous a mis aussi cette somme active et en projet, puisque c'est très rare qu'une CPTS en projet ne soit pas concrétisée, en fait. C'est très rare qu'un projet ne soit pas amené à son terme. C'est vraiment très peu souvent le cas. Alors, ça arrive quand même quelques fois. Il y a eu le cas une fois en Nouvelle-Aquitaine et une fois notamment dans les Yvelines, je crois. Mais globalement, plus de 9 fois sur 10, une CPTS en projet devient construite. Maintenant, comme je vous le disais, cette non-répartition uniforme, elle a plusieurs causes, et notamment la quatrième conclusion, qui est une implication variable des URPS. Et donc, en fait, on voit cette implication variable des URPS à plusieurs niveaux, à 2 niveaux. Donc, on a une implication variable des URPS au niveau régional, donc c'est-à-dire que sur certaines régions, les URPS se sont alliés pour favoriser la création des CPTS. Donc, elles vont avoir créé un site internet dédié, elles vont avoir mis à disposition des documents, créé des postes, un ou plusieurs postes de chargé de projet CPTS, ou participer à des réunions d'élaboration de CPTS. Enfin, voilà, on voit des régions où les URPS sont très investis. Et donc, c'est généralement des régions, notamment le Centre-Val de Loire, où l'on retrouve un nombre très élevé de CPTS construites. En fait, cette implication des URPS va jouer fortement sur le nombre de CPTS qui est construite à ce jour. Et donc, je vous le disais, il y a donc cette implication variable au niveau régional, mais également une implication variable au niveau des URPS même. C'est-à-dire qu'on a des URPS qui s'investissent plus sur le sujet que d'autres. Notamment, on va avoir les URPS médecins libéraux, enfin l'URPS médecins libéraux, qui s'investissent davantage, par exemple, que d'autres URPS. Et ça se ressent notamment dans les présidents de CPTS, c'est pas rare en fait de voir que les présidents de CPTS sont des membres élus d'une URPS, et assez régulièrement de voir que les membres élus sont des membres élus de l'URPS médecins libéraux. Ça se retrouve dans plusieurs régions. C'est pas spécifique à une région ou à une zone en particulier. C'est vraiment quelque chose de prégnant sur le territoire dans son ensemble. Et en fait, pour expliquer cette implication variable des URPS, en fait, cette implication, elle n'est pas anodine, dans le sens où plusieurs fois, dans les missions des CPTS, on a remonté des phrases comme volonté de représentation des personnels de santé auprès des institutions publiques. C'est-à-dire que les professionnels de santé voient les CPTS comme un moyen de porter leur voix directement auprès des ARS ou directement auprès de la mairie, ce genre de choses. Donc vraiment un moyen de faire porter leur voix auprès d'institutions. Et donc en fait, les URPS, elles incitent à la création des CPTS, mais avec ce que je viens de vous dire, en fait, ça montre que les CPTS peuvent devenir une menace, puisque en fait, les CPTS peuvent à terme court-circuiter le circuit de décision qui passait auparavant par les URPS. En fait, on a remonté une lettre ouverte dans une région de France où plusieurs URPS d'une même région se plaignaient dans cette lettre ouverte auprès de l'ARS que l'ARS les mettait de côté au profit des CPTS. Donc, une région de France, les URPS d'une région, ont envoyé une lettre à l'ARS pour dire à l'ARS arrêtez de nous court-circuiter en passant par les CPTS. Et en fait, les URPS, donc leur rôle, c'est de faciliter cette création des CPTS, mais elles s'investissent aussi dès le début dans la création des CPTS, puisque dès le début, ça permet aussi de créer un lien positif avec la nouvelle structure. Donc, c'est
c'est positif à la fois pour leur territoire puisque ça fait une nouvelle structure de santé qui est favorable pour le patient et qui en plus permet de représenter la voix des personnels de santé libéraux. Mais c'est aussi intéressant de créer un lien dès le début avec cette nouvelle structure pour éviter le cas que je viens de vous présenter où l'URPS est un peu court-circuité par les CPTS. Voilà. Donc ça, c'était pour les 4 plus grandes conclusions qu'on pouvait vous présenter. Maintenant, il va être intéressant aussi de regarder l'impact du Covid sur les CPTS. C'est-à-dire que l'impact du Covid a été très important sur les CPTS. En fait, on a pu remonter une très forte accélération du nombre de CPTS construites depuis le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire que je pense que vous êtes tous au courant, les professionnels de santé libéraux ont été peu associés à cette riposte sanitaire. Ils ont cherché à s'organiser pour se rendre utiles parce qu'ils avaient les compétences techniques pour se rendre utiles et donc ils ont choisi les CPTS comme levier d'action. Et ça, c'est très positif puisque ça montre que les professionnels de santé libéraux ont choisi ce type de structure pour s'organiser, pour pouvoir répondre à une crise sanitaire et qu'ils ont trouvé cette structure utile. Et donc ça, c'est très intéressant puisque c'est très bon signe pour l'avenir des CPTS. Et en fait, on a pu remonter plusieurs démarches prises par ces professionnels de santé au fur et à mesure de la crise. Et notamment, je vais vous présenter là plusieurs actions qui ont été menées dans le cadre de cette crise sanitaire par les CPTS. On a eu création d'un centre Covid pour les patients qui avaient des symptômes, donc pour pouvoir tester ces patients. On a aussi eu création de centres d'appel pour les patients, encore une fois, pour les personnes qui pensaient avoir le Covid, très clairement. On a aussi vu création de groupes WhatsApp entre médecins pour savoir quels étaient les locaux disponibles afin de pouvoir accueillir des patients. On a aussi vu récupération de masques, redistribution de masques. Donc voilà, on a ce côté où des actions physiques ont été menées par les CPTS. Mais on a aussi un autre côté qu'on a pu remonter, c'est vraiment un côté informationnel. C'est-à-dire que les CPTS ont utilisé leur page Facebook pour tenir informés les patients de leur territoire des mesures à prendre pendant la crise. Donc, c'est à la fois des mesures comme comment continuer à se soigner pendant cette crise, ne pas mettre de côté les pathologies chroniques comme le diabète ou comme les maladies cardiovasculaires. Tout ça sont des pathologies qui ne peuvent pas attendre la fin d'une crise. Donc, en fait, ils incitaient les patients à ne pas attendre la fin de la crise pour aller chez le médecin. Et en fait, on a aussi vu d'autres structures, d'autres mises en place, comment mettre un masque. Ils ont aussi mis des appels aux dons de blouses, de gants, de crèmes, enfin, un peu tout ça. Donc, on a vraiment un côté action mise en place avec la création de centres Covid et aussi ce côté informationnel à travers les pages Facebook. Et c'est intéressant puisque ce sont les structures qui sont au plus proche du patient, puisque vraiment les CPTS sont dans une approche populationnelle et donc c'est elles qui sont les plus proches du patient pour pouvoir transmettre ce genre d'informations quand personne ne peut se rendre chez son médecin traitant. Donc ça, c'était pour l'impact du Covid. Maintenant, je vais vous présenter l'objectif de 1000 CPTS en 2022 est-il atteignable? Alors, malgré ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire l'impact fort sur le nombre de créations du Covid sur les CPTS, même si le Covid a fortement influencé la création des CPTS dans le sens positif, on va quand même voir que pour nous, cet objectif de 1000 CPTS en 2022 va être assez compliqué à atteindre. Ce sera peut-être un objectif qui sera un peu différé dans le temps. Ce sera peut-être pas 2022, mais ce sera peut-être 2023-2024. Mais 2022, ça semble compliqué. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recense 129 CPTS construites et 261 en projet. Donc, comme je vous le disais, en projet, c'est au tout début du projet comme à la fin du projet. Ça veut dire qu'il en reste encore 610 à créer de toutes pièces en 2 ans. Alors que là, on est sur un projet qui date de 2016 et qu'on en a construite 129 et 261 qui sont en projet. Ça semble quand même compliqué de réussir à créer en si peu de temps, de combler le gap en fait en si peu de temps sur un nombre aussi élevé.
Et en fait, cet objectif de 1000 CPTS, il a été revu à la baisse dans un document de septembre 2019 qui détaille l'évolution du projet Ma Santé 2022. Donc en fait, ce document, il fait état d'un nouvel objectif, un objectif de 500 CPTS en cours de finalisation à la fin du 4e trimestre 2020, donc fin décembre 2020, un objectif de 500 CPTS. Donc c'est-à-dire qu'entre la promulgation de la loi en 2016 et la fin 2020, donc 3 ans, l'objectif est de 500 CPTS, alors qu'entre 2020 et 2022, donc juste 2 ans, 500 CPTS de plus devront être finalisés. Donc en 3 ans, on est censé en avoir fait 500, et en 2 ans, on est censé en refaire 500. Ça nous paraît impossible, d'autant les chiffres que je vous montre là à l'écran. En fait, cet objectif de 500 CPTS à la fin 2020, il va déjà même en lui-même être compliqué à atteindre. Donc, ça nous paraît vraiment compliqué d'atteindre cet objectif de 1000 CPTS en 2022. Mais comme je vous le disais, le Covid a un impact positif. En plus, on voit que les professionnels de santé choisissent cette structure pour s'organiser, pour se rendre utile. Donc ça aussi, c'est un signe positif. Donc on n'est pas vraiment c'est pas un projet qui va tomber à l'eau parce que c'est pas quelque chose qui correspond aux besoins du territoire. On est plutôt dans un côté, c'est un objectif qui va être atteint, mais en différé, comme je vous le disais au début, quelques années plus tard. Voilà, ça c'est notre conclusion sur l'objectif de 1000 CPTS en 2022. Maintenant, si je passe à la slide finale, qui est que les CPTS sont un sujet à surveiller puisque c'est un sujet d'avenir et qui bouge continuellement. Donc, ce n'est pas un objectif de 1000 CPTS qui sera atteint en 2022, mais comme je vous le disais, il le sera un petit peu plus tard. Parce que c'est un fort atout en fait pour les professionnels de santé puisque ça rompt l'isolement, ça incite à l'installation de jeunes professionnels. C'est vraiment quelque chose de positif pour eux. Donc, on est vraiment sur un sujet d'avenir. C'est un sujet en fait qu'on vous conseille de surveiller puisqu'il va continuellement bouger jusqu'en 2022. Donc, c'est important pour toujours avoir cette vision d'ensemble, cette vision globale. C'est important en fait de toujours pouvoir garder un œil dessus, de toujours le surveiller puisque, comme je vous le disais, c'est un sujet très en ce moment, très mouvant. Donc, si vous souhaitez qu'on mette sous surveillance ce projet, ce sujet, sachez, comme je vous le disais, qu'on peut trouver plusieurs informations quand on fait nos recherches, c'est-à-dire qui est la personne en charge, quelles sont les missions de la CPTS, quelle est la taille de la CPTS, et quand on parle de taille de CPTS, on parle de nombre de communes couvertes, de nombre de professionnels de santé qui travaillent au sein de cette CPTS. On peut aussi s'intéresser à quelles sont les autres structures de soins sur le territoire, comme les MSP, les PTA, les MMG. Voilà, tout ça s'organise en fait à l'échelle du territoire. Donc, en fait, toutes les informations, comme je vous le disais au début, sont trouvables. C'est juste un exemple de l'ensemble des informations qu'on peut faire remonter. Écoutez, cette présentation est désormais terminée. Mais comme je viens de vous le présenter, le sujet est considérablement vaste. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, toujours à travers ce petit outil de questions sur Zoom. Pareil, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez en savoir plus sur le cabinet ou plus sur les CPTS. Et par ailleurs, nous avons également mis en place un sondage. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous avez pensé du webinaire, puisque, comme le disait Morgane, c'est notre premier webinaire. Enfin, là, c'est le deuxième sur les CPTS, mais c'est le premier webinaire que nous organisons. Donc, tout commentaire est bon à prendre pour pouvoir nous améliorer pour les prochaines fois. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions. Alors, j'ai une question. C'est pas plutôt le plan Ma Santé 2022 et la loi de juillet 2019 qui fixe cet objectif? Alors, et la loi de 2016 qui a introduit les CPTS. Alors, en effet, la structure de CPTS a été introduite en 2016, mais l'objectif de 1000 CPTS est de Ma Santé 2022. J'ai peut-être mal formulé ma phrase, mais en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. En France, à ce jour, combien de CPTS sont labellisés ACI? Donc ACI, l'accord conventionnel tripartite qui permet de financer de façon pérenne les CPTS. Alors aujourd'hui,
Enfin, si je résume un petit peu déjà cet accord ACI est signé seulement quand les CPTS ont rempli en fait les objectifs des missions socles, ce qui permet de financer de façon pérenne, de façon de long terme, de financer à long terme leur structure. Ça leur permet de voir vraiment plus loin que juste un financement coup de pouce sur un moment, c'est vraiment un financement de long terme. Maintenant, si je viens à combien y a-t-il de CPTS labellisés, aujourd'hui, il y en a peu, mais ce nombre se grandit tous les mois, puisque en fait, on est vraiment dans cette optique où il faut déjà avoir travaillé en tant que CPTS, rempli des objectifs pour pouvoir être financé. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui se fait en même temps que le projet de création de CPTS. Donc, aujourd'hui, on n'en a pas énormément. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais il n'y en a pas des centaines, ça c'est sûr. Il n'y a vraiment pas énormément de CPTS qui sont labellisés ACI. Ce qui rejoint la question juste dessous, comment les CPTS sont-elles financées par les ARS ou par la CPAM ou les deux? Alors, donc, les CPTS sont financées. Dans un premier temps, elles peuvent recevoir un coup de pouce d'aide à la création du projet, si je peux dire, par les ARS qui peuvent faire un petit financement d'incitation, enfin de défraiement en fait de toute cette période de projet. Par contre, si on est vraiment dans ce financement pérenne, on est vraiment sur ce que je disais tout de suite, et donc un accord tripartite entre la CPTS, l'ARS et l'assurance maladie. Donc, ça, c'est vraiment ce côté pérenne. Et je rejoins ce que je disais quelques minutes plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut remplir des objectifs et que du coup, aujourd'hui, il n'y en a pas énormément qui sont labellisés ACI. Alors, étant donné que l'ACI a été signé en été 2019, les signatures ne sont pas faites avant 2019, qu'un an pour l'objectif de 500 et non pas 4. Je n'ai pas compris cette question, mais je rejoins ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que l'ACI, en effet, il y a peu de CPTS qui sont labellisés ACI, notamment puisque ça date de juillet 2019, et puis parce que du coup, c'est quelque chose qui est en cours de processus aujourd'hui. Alors, peut-on trouver les thèmes des projets CPTS par région? En fait, c'est pas un thème par région, dans le sens où chaque CPTS choisit ses missions. On appelle ça des missions, c'est dans son projet de santé, elle définit quels seront les axes de santé sur lesquels elle va s'orienter. Donc, peut-on trouver les thèmes des projets de CPTS par région? Non, puisque c'est pas à l'échelle régionale, c'est vraiment à l'échelle de la CPTS. Et chaque CPTS, en faisant son état des lieux du territoire, des besoins de son territoire, va faire remonter différents besoins populationnels, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir définir ses missions. Maintenant, en fait, chaque mission de CPTS se trouve via la méthodologie qu'on a mis en place, c'est-à-dire ARS, URPS, base de données. Tout ça va nous permettre de construire donc à la fois les missions, la personne en charge, ce genre de choses. Mais c'est vraiment pas à l'échelle régionale, c'est vraiment à l'échelle de la CPTS. Doit-on comprendre que la mainmise des médecins généralistes sur les CPTS pourrait être un frein au développement de l'interpro? Alors, moi, c'est pas comme ça que je l'interprète. Pour moi, c'est pas vraiment une mainmise des médecins généralistes, c'est plutôt que ces CPTS correspondent particulièrement à leurs besoins. Après, en effet, l'idée de base des CPTS, c'était cette interprofessionnalité, mais elle est toujours maintenue dans le bureau de la CPTS, c'est-à-dire que même si un médecin généraliste est président, il y a quand même les autres professionnels de santé, les autres professions de santé qui sont représentées. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a 70% des présidents qui sont des médecins généralistes, mais dans les 30% qui restent, on va aussi trouver des pharmaciens, des infirmiers, ce genre de choses. Donc, c'est pas vraiment un frein au développement de l'interprofessionnalité, mais c'est vrai que c'est quand même un nombre assez prégnant. Et les autres professions de santé sont représentées à la fois au niveau du bureau que au niveau des professionnels de santé qui exercent. On a une question également sur de potentiels partenariats avec l'industrie pharmaceutique.
les CPTS, dans leur mission, encore une fois, n'expriment pas d'opposition à un partenariat, n'expriment pas d'opposition à un partenariat avec qui que ce soit, d'ailleurs, que ce soit à la fois un laboratoire pharmaceutique ou un EHPAD ou une autre structure de soins, peu importe. En fait, ce qu'on a remonté plusieurs fois, c'est que chaque partenariat est bon à prendre tant qu'il aide la population de la région, tant qu'il aide la population du territoire. Donc, c'est peu importe avec qui le partenariat est fait, tant qu'il sert les intérêts de la population. Alors, combien de médecins généralistes, spécialistes, pharmaciens participent au CPTS aujourd'hui? En fait, chaque CPTS a en moyenne, a entre 100 professionnels de santé et plus de 1000 pour certaines. Donc, c'est pas, aujourd'hui, je peux pas vous donner un nombre de combien y a-t-il de médecins généralistes présents dans une CPTS, présents dans l'ensemble des CPTS de France. Pareil pour les spécialistes, pareil pour les pharmaciens. Mais c'est vrai que toutes ces médecins généralistes, spécialistes, pharmaciens sont présents dans l'ensemble des CPTS. Chaque CPTS a au minimum, à plusieurs médecins généralistes, plusieurs spécialistes, plusieurs pharmaciens. Après, on a des spécialités qui ressortent plus que d'autres. On a parfois des cardiologues, alors qu'on a par exemple peu de pneumologues. Chaque spécialité est différente de ce côté-là. Qu'est-ce qui explique le nombre important de CPTS comparativement aux autres régions? Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le autre, mais en effet, ce que je vous expliquais, c'est que donc on a ce rôle des URPS qui est important et qui, en fait, plus l'implication des URPS va être forte, plus ça va se ressentir sur le nombre de CPTS qui sont construites. Mais on a aussi ce côté où ça dépend aussi du professionnel de santé, de comment il veut vivre son exercice coordonné. Donc, on a ce côté importance des URPS qui est une cause à la création plus ou moins forte des CPTS dans chaque région. J'ai une autre question sur la prévention, notamment prévention vaccination. Alors, on a plusieurs types de prévention qui sont mises en place par les CPTS. Donc, on a prévention via l'éducation thérapeutique du patient, prévention vaccination. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on n'a pas cherché, mais encore une fois, tout ça, c'est quelque chose qu'il est possible de remonter. C'est juste que ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on s'est focalisé. Mais on n'a pas, par exemple, un vaccin contre telle maladie, contre la grippe, contre peu importe. On n'a pas cherché ce genre d'informations, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut remonter si c'est quelque chose que l'on doit chercher. J'ai une question sur la place de l'industrie pharmaceutique dans les CPTS. Quelle serait la place de l'industrie pharmaceutique dans les CPTS? Alors, en effet, comme je le disais tout à l'heure, les CPTS ne sont pas du tout fermés, en tout cas, ne l'ont pas montré plus que ça, à des partenariats avec qui que ce soit, notamment avec l'industrie pharmaceutique. Donc, des partenariats de façon à ce que, toujours dans cette logique où il faut que ça aide les besoins des populations. Donc, un partenariat dans ce sens-là pourrait être intéressant. Avons-nous un retour sur l'efficience des CPTS actives? Comment leur efficience est-elle mesurée? Alors, en fait, tout ça rejoint un petit peu ce côté où le financement est conditionné au remplissement des missions, à l'effectivité des missions. Donc, je pense que ce côté efficience des CPTS actives est mesuré à travers du potentiel accord ACI. Donc ça, c'est un moyen de mesurer l'efficience d'une CPTS qui est active. Et également, en fait, on voit plusieurs fois, notamment pendant la crise Covid, on a vu plusieurs fois des actions des CPTS sur le Covid. Et ça, c'est aussi un moyen de montrer le rôle et l'effectivité d'une CPTS, c'est-à-dire qu'on va avoir des CPTS qui s'investissent profondément sur la crise Covid, qui, comme je vous le disais, mettent à disposition des masques, font des appels aux dons, ce genre de choses. Donc ça montre aussi leur effectivité et leur efficience sur le territoire. Combien de CPTS ont intégré des ETS sanitaires aux médico-sociaux? Alors,
c'est là où est intéressant de s'intéresser aux... C'est joli. C'est là où est intéressant de regarder plutôt, les autres structures de soins qui sont présentes sur le territoire, puisque en effet, comme vous le dites, c'est possible et c'est souhaitable. Oui, c'est souhaitable de coordonner les soins à la fois avec les ETS sanitaires et médico-sociaux et les CPTS. Mais aujourd'hui, on n'a pas le nombre de CPTS qui sont intégrés, enfin, qui ont intégré ces autres structures. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut regarder. C'est juste que c'est pas forcément quelque chose auquel on s'est intéressé jusqu'à présent. J'ai une remarque question sur le fait que les URPS pharmaciens sont aussi pas mal impliqués. Alors en effet, j'ai surtout mis la lumière sur l'URPS médecins libéraux pour ne pas rentrer particulièrement dans le détail, mais en effet, l'URPS pharmacien et l'URPS infirmier sont aussi des URPS au même titre que médecins libéraux qui sont fortement impliqués dans la création des CPTS. Certaines CPTS sont-elles impliquées dans des missions de dépistage? Alors parfois, dans cette logique de prévention, on va avoir des dépistages ou cette logique de dépistage. Après, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a relevé particulièrement, mais c'est parce que c'est quelque chose à laquelle on ne s'est pas encore intéressé en profondeur. Mais encore une fois, si vous voulez vous intéresser plus particulièrement au dépistage, en effet, c'est quelque chose qu'on peut remonter. Avez-vous repéré parmi les CPTS actives le même ratio 70-30 de présidence, de présidence de médecins généralistes? Alors en effet, quand je parlais de 70% des présidents sont des CPTS actives. Donc oui, les CPTS actives, 70% des présidents sont des médecins généralistes. Comment sont gérées les données des patients entre les différents professionnels de santé d'une CPTS? Alors là, encore une fois, c'est pas quelque chose à laquelle on s'est intéressé, mais en effet, les professionnels de santé, est-ce qu'ils mettent en place des dossiers médicaux partagés? Les professionnels de santé mettent en place des systèmes informatiques pour pouvoir mieux se coordonner entre eux, pour pouvoir avoir une plus grande fluidité dans leurs échanges. Donc, c'est tout à fait possible qu'ils aient mis ça en place, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'intéresse aujourd'hui. Mais si vous voulez vous y intéresser, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut remonter. Quel est le poids des URPS pharmaciens et des pharmaciens dans les CPTS? Alors du coup, j'ai un petit peu répondu à la question d'avant. Le poids des URPS pharmaciens, en effet, c'est une URPS qui est assez impliquée, enfin qui est très impliquée même. Et les pharmaciens, le rôle des pharmaciens dans les CPTS, si on se dissocie de l'URPS, donc le rôle des pharmaciens, comme je vous le disais, il y a 70% des CPTS qui ont pour président un médecin généraliste, mais en deuxième position viennent les pharmaciens. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs pharmaciens qui sont présidents des CPTS qui sont actives, et aussi les pharmaciens sont très présents dans les comment ça s'appelle, dans les professionnels de santé qui travaillent dans une CPTS. Donc même si ils ne sont pas avec un rôle aussi prégnant en termes de présidence que les médecins généralistes, il y en a quand même beaucoup qui sont présidents, et en tout cas ils sont présents au sein des acteurs qui travaillent dans cette CPTS. Voilà, je pense que je suis arrivée à la fin des questions. Écoutez, je vous propose de terminer ce webinaire ici. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Écoutez, merci de nous avoir écoutés pour ce premier webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bonne semaine à vous.